Dans le royaume de King Yuan, dans les terres désolées de l'est de la préfecture de Qingyun, la confrontation entre les clans se poursuit. 10 disciples du clan Qingyun et 5 du clan Moyun. Le disciple Moyun, qui était assisté par le démon maléfique, s'est moqué des adversaires, disant qu'à part la formation de 100 fantômes, il ne pouvait rien faire. Et les temps ont changé maintenant, et ces terres passeront à son clan. Weiran, un disciple du clan Qingyun, était déjà grièvement blessé, mais il n'a pas abandonné et a crié que tout cela n'était pas logique. Après tout, il avait déjà tout rapporté au frère Hua, et quand il viendrait, aucun des adversaires ne serait en bonne santé. À cela, le guerrier Moyun gloussa et demanda à ceux qui l'entouraient s'ils connaissaient quelqu'un portant le nom de famille Hua parmi les 10 meilleurs disciples du clan de l'épée Qingyun. Et en réponse, j'ai entendu qu'il ne se souvenait de rien de tel. Puis le combattant Moyun a continué à se moquer, en disant que si un certain Hua n'était même pas dans le top 10, alors comment pourrait-il même essayer de se battre avec eux, les 5 meilleurs du clan Moyun? Le disciple Moyun était sur le point de continuer le combat à nouveau, criant que Hua ne pouvait venir que pour récupérer les cadavres du clan Qingyun. Pendant ce temps, le combattant Qingyun leva les yeux vers le ciel, remarquant l'aide tant attendue volant de là. Alors que le démon était sur le point de frapper à nouveau avec son énorme poing, un guerrier apparut et lui bloqua le chemin. Le disciple Moyun, qui s'était moqué de ses adversaires jusqu'à présent, resta un instant perplexe, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Disciple du clan Qingyun tomba littéralement à genoux, réalisant que de l'aide était enfin arrivée pour eux et qu'ils seraient sauvés. Et l'un d'eux cria que c'était frère Hua qui était arrivé. Le guerrier Hua Qingyun, qui était attendu depuis longtemps, regarda, évalua la situation et réalisa qu'il était arrivé à temps et était prêt à combattre l'ennemi. Cependant, le disciple Moyun commença à se moquer à nouveau. Criant sarcastiquement qu'il était enfin arrivé, le combattant du clan Moyun invoqua un démon pour s'occuper de cet homme courageux. Le démon a crié à son adversaire qu'il ne trouverait la mort qu'ici et l'a frappé, se préparant à lancer un gros caillot d'énergie vers Hua, ce qui pourrait le détruire en un instant. Mais Qingyun n'était pas un lâche. Il n'avait peur ni du démon lui-même ni de ses actions, et il commença à couper le flux d'énergie avec son épée. Le flux d'énergie s'est dissipé, mais a affecté tous les membres des 2 clans. De nombreuses personnes ont été blessées. Cependant, l'habileté de Hua a prévalu et il a remporté la bataille contre le démon. Pendant ce temps, le matin approchait et les premiers rayons du soleil apparaissaient dans le ciel sombre. L'un des blessés reprit un peu ses esprits et, remarquant une accalmie, il murmura si tout était fini et ce qui s'était passé en général. Clan Qingyun depuis le début était allongé sur le sol, en sang. À côté de lui se trouvait une perle rouge qu'il avait laissée tomber après avoir été grièvement blessé. Hua s'approcha des membres de son clan et commença à leur demander si tout allait bien. En réponse, de nombreux remerciements lui ont été adressés pour l'avoir sauvé et aidé. Puis Hua s'approcha du frère de Weiran. Qingyun a commencé à le gronder pour avoir désobéi au conseil de ne rien faire par lui-même, et que tout aurait pu mal se terminer si Hua n'était pas arrivé à temps. Wei a répondu que cela lui servirait désormais de leçon. Mais pour se justifier d'une manière ou d'une autre, Wei a commencé à parler de la façon dont ces cultivateurs de démons étaient tout simplement purement maléfiques. Et que dans le passé, ils ont sacrifié de nombreux moines de la ville de Qingshu pour affiner la perle d'âme de Sang. Hua a également entendu dire que Wei ne pouvait tout simplement pas rester les bras croisés. Mais il dit à son frère qu'il ne devait plus se laisser guider par les histoires du clan et qu'il devait vivre une vie ordinaire. C'est ainsi que notre héros envisageait la voie d'amélioration pour sa génération. Seul Wei ne comprenait pas bien son frère. Pendant ce temps, tandis que Qingyun tandis qu'il expliquait ses vues à Wei, des flux d'énergie commencèrent à émaner de la perle rouge, à partir de laquelle un démon de taille énorme se forma rapidement. Ce démon s'est avéré être un ancien du clan Moyun, nommé Xieyun. Il se leva, lança des boules rouges et demanda à Hua comment il osait s'opposer aux disciples de son clan. Wei a immédiatement crié qu'il le reconnaissait et qu'il était un cultivateur de niveau 7 du palais pourpre. Hua réalisa que Xieyun n'était pas venu avec de bonnes intentions et dégaina à nouveau son épée. Criant qu'il était temps de mettre un terme à cela, le brave guerrier se précipita à nouveau dans la bataille, son arme étincelante. Pendant la bataille,
Hua était encore capable de bloquer l'attaque du démon. Bien que Xi ait été un peu choqué, il a quand même félicité son adversaire pour son habileté, et a même ajouté que pour une telle habileté et un tel courage, il ne voulait pas le tuer. Sans réfléchir à deux fois, le démon ajouta que son clan avait toujours respecté les forts, et suggéra à Hua de les rejoindre, et qu'il deviendrait le disciple numéro 1, et recevrait en plus l'utilisation des trésors et de leur beauté. King Yun avait des doutes. Il a entendu dire qu'il travaillait là du matin jusqu'à tard le soir, qu'ils mangeaient et dormaient en plein air, et qu'ils étaient constamment traqués. Hua a dit que sur le chemin de la cultivation, ils s'entretuent même, ne pensant qu'à leurs propres avantages. Si a répondu que leurs cultivateurs n'avaient pas beaucoup de règles et que la discipline était laxiste, mais en même temps, l'atmosphère n'était pas forcée. Leur principe principal est « plus on travaille, plus on gagne ». Mais Hua a répondu que son clan King Yun avait des horaires de travail réguliers, qu'il était là depuis longtemps et qu'il aimait profiter du temps qu'il y passait. Après son discours, le combattant prépara à nouveau son épée. Le démon était en colère que l'offre de rejoindre son clan ne fonctionne pas, et le visage de Xieyun se déforma à nouveau de colère. Une bataille a commencé entre lui et Hua. Notre héros n'a pas hésité dans ses actions. Il utilisa habilement sa technique d'épée, et bientôt une énorme explosion se fit entendre à l'endroit où se trouvait le démon. Reposant l'épée, Hua soupira de soulagement d'avoir pu vaincre le démon et pensa que c'était enfin terminé. Weiran s'approcha de lui, ravi que son idée d'appeler frère Aa soit tout simplement géniale. Certains membres du clan ont même suggéré que c'était un rêve. Ils ne pouvaient tout simplement pas croire que le maniement de l'épée de base de leur clan pouvait être si puissant. À leurs yeux, Hua avait même l'air un peu effrayant. Pendant ce temps, la fumée de l'explosion s'est dissipée, et à cet endroit gisait le corps épuisé d'un démon. Le corps continuait à fumer, et le démon lui-même demandait comment il avait réussi à le vaincre et pourquoi cela s'était produit. Hua le dominait de toute sa hauteur, et commença à lui raconter qu'il travaillait depuis de nombreuses années. Il savait donc à l'avance tout ce que l'ancien siècle lui dirait. En regardant le démon souffrant, King Yun ajouta qu'il s'était condamné à cela en osant lui jeter de la poudre aux yeux. Le corps du démon se décomposait et il rétrécissait en taille. Mais à la fin, il posa sa question différemment, disant qu'il voulait dire comment Hua pouvait être si fort. Après un court instant, le démon disparut complètement, et à sa place, il ne resta que la perle rouge d'où il était sorti. Pensant que l'ennemi était enfin terminé, Hua prit la perle. Elle semblait désormais inoffensive. Mais soudain, à l'endroit où se trouvait le corps de Xieyun, une petite explosion se fit à nouveau entendre. Hua, qui était sur le point de partir, se retourna et réalisa qu'avant que le corps du démon ne disparaisse, son esprit avait déjà quitté la carcasse mourante. L'esprit se dressa au-dessus de l'étudiant, découvrant ses dents comme s'il triomphait de ne pas avoir été complètement détruit, puis se prépara à partir. Kang Yun ne voulait pas que cela se produise et saisit une fois de plus son épée, se préparant à poursuivre l'esprit maléfique. À ce moment-là, il y eut un bruit de tic-tac dans sa poche. Hua comprit qu'il s'agissait d'un signal et s'arrêta. L'esprit en profita et s'échappa. En remettant l'épée dans son fourreau, le disciple du clan King Yun savait qu'il ne pouvait plus rien faire pour le moment. Sortant sa montre de poche, il regarda l'heure et elle indiquait qu'il était temps de rentrer. Hua, bien sûr, comprenait que l'esprit maléfique s'était échappé, mais il ne le considérait plus comme si important, car la mission de sauvetage principale était terminée. Sans rien dire de plus, il entreprit son voyage de retour. Disciple du clan King Yun devint visiblement agité. Les deux commencèrent à discuter de la façon dont Hua avait permis à l'esprit de s'échapper et n'avait pas continué à le poursuivre. Weiran s'approcha d'eux et, comme pour se moquer, leur dit qu'il pensait cela parce qu'il ne savait pas tout. Les étudiants ne comprenaient pas ce que Wei voulait dire et le regardaient avec une certaine perplexité. Il commença alors à expliquer que frère Hua pratiquait sa méthode de 9 heures du soir à 5 heures du matin et que c'était son emploi du temps. Et puis, il a pointé sa main vers le soleil et a ajouté que le temps était écoulé. Ce n'est qu'à ce moment-là que les disciples se rendirent compte que la journée de travail de leur sauveur était terminée. Pendant ce temps, Hua Qingyun continuait son chemin vers la maison. Il a entendu ce dont parlaient les membres de son clan et était d'accord avec cela. Il était très irrité, car à la fin de la journée de travail, il lui restait encore beaucoup de travail et il était pratiquement obligé de faire des heures supplémentaires.
au-dessus du château du clan de l'épée Qingyun, dans le désert oriental de la préfecture de Qingyun. Là, sur la place principale, les étudiants étaient alignés. Une autre séance d'entraînement commençait. Hua Kangyun venait de rentrer, mais il n'a pas rejoint le groupe, mais s'est trouvé dans un endroit isolé. Les combattants s'entraînaient au son des cris, répétant des exercices d'épée et améliorant leurs compétences. L'un d'eux a remarqué que leur frère ne les avait pas rejoints, mais s'était installé à proximité. Et ce combattant grogna. Comment pouvait-il accepter quelqu'un comme ça comme étudiant? Mais Hua se sentait fatigué, et donc, ignorant tout, il s'allongea simplement à l'ombre d'un arbre s'appuyant contre le tronc. Après avoir remis son bandeau aux yeux peints sur ses yeux, le pauvre garçon essaya de dormir un peu. Mais le bruit et les cris mécontents de certains étudiants ne lui ont pas donné l'occasion de se détendre. Yun souleva le bandage et regarda ceux qui grognaient à proximité. À ce moment-là, il ne voulait rien. Ah pensait à sa vie actuelle. Si seulement il avait été au courant de tout à l'avance, il ne serait pas devenu celui qui entreprend des tâches aussi pénibles. Il avait déjà été débordé de travail auparavant, lorsqu'il avait travaillé pendant 5 ans en heures supplémentaires selon un horaire de 996 heures, de 9 heures du matin à 9 heures du soir, 6 jours par semaine. Oui, à l'époque où Hua était encore un homme simple, il était si fatigué qu'un jour, il s'est simplement penché sur la table devant son ordinateur de travail, et autour de lui se trouvaient des médicaments et des bouteilles d'eau qu'il n'avait même pas la force de ranger. À ce moment-là, son patron est entré dans le bureau, en colère comme toujours, et a commencé à crier à tue-tête pour que Hua n'ose pas être paresseux, mais continue à travailler et ne pense même pas à partir avant d'avoir fini. Après le départ du patron, des collègues qui avaient entendu son cri sont entrés. Ils chuchotaient en se tenant à l'écart, pensant que Hua était tombé malade, et la fille a suggéré d'appeler le 120. Cependant, le collègue masculin a suggéré de sauvegarder d'abord le projet de son collègue. À ce moment-là, Hua les vit comme dans un miroir déformé. Et puis, soudain, il réalisa qu'il était mort subitement et qu'il s'était retrouvé accidentellement dans ce monde fantastique, comme s'il était né de nouveau. Maintenant, il se sentait différent, car ici, il n'était qu'un simple disciple du clan de l'épée Qingyun. Le garçon fut interrompu dans ses pensées par les cris des autres étudiants qui se penchèrent bon sur lui et commencèrent à dire que l'étudiant du clan devrait travailler plus dur. Ils ont également dit que Hua, à son âge, devrait se consacrer à la pratique et ne pas dormir. Et l'un de ceux qui sont venus a même dit qu'il n'avait jamais vu une personne aussi paresseuse que Qingyun. Hua n'aimait pas tout ça. Il ne voulait pas répéter les erreurs du passé et s'est promis qu'il ne ferait jamais d'heures supplémentaires dans ce monde. Il en avait décidé ainsi. Mais pour une raison quelconque, le garçon se démarquait ici aussi, ce à quoi il ne s'attendait pas lui-même. Lorsque les disciples quittèrent Hua et qu'il espérait ne plus être dérangé, un autre s'approcha de lui, mais pour une raison différente. Il a dit que l'aîné le cherchait pour connaître les détails de la mission d'hier. Qingyun a d'abord demandé si quelqu'un avait donné des détails à l'aîné à son sujet. Le gars qui est venu a répondu que le maître avait déjà appelé certaines personnes pour les interroger, mais que personne n'avait rien dit sur le style de Hua. Après avoir remercié le disciple, Qing dit qu'il irait immédiatement voir l'aîné. Il a également promis d'apprendre quelques trucs à son ami pendant son temps libre. Le disciple exprima sa gratitude au frère Hua, espérant qu'il tiendrait bientôt sa promesse. Lorsque notre héros est parti, cet étudiant l'a observé pendant un certain temps, lui faisant signe au revoir. La route se terminait devant un petit palais et Hua se dirigea vers l'entrée principale. Qingyun était déjà allé à cet endroit et il y avait appris que dans ce monde, la cultivation était divisée en 6 étapes, de la plus basse à la plus haute. La première est la culture du Qi. L'étape suivante s'appelait le royaume de l'esprit. À ce stade, il existe déjà davantage de compétences. Vint ensuite la troisième étape, appelée la formation de l'âme. La quatrième s'appelait la limite du palais des immortels. À ce stade, ils ont scellé leur force. Le palais pourpre, qui était la 5e étape, signifiait une force encore plus grande. Et enfin, le 6e, l'ascension vers la vérité. Et chacune de ces étapes est divisée en 9 niveaux. Hua entra dans une salle spacieuse avec des colonnes qui semblaient vides et désertes. À l'autre bout, il vit un vieillard assis sur le trône, qui à ce moment-là avait l'air sérieux et même sombre. Cet ancien était le chef du clan Qingyun, nommé Wen.
Jian et il avait le 6e niveau d'ascension vers la vérité. La cultivation de Wen avait atteint un tel niveau que les personnes les plus fortes du monde l'appelaient le dieu de l'épée King Yun. Hua le salua chaleureusement. Wen trouva cela un peu effronté et lui conseilla de ne pas oublier où il était. Pour adoucir un peu l'humeur du vieil homme, le garçon sortit une boîte de thé qui avait mûri quelques jours auparavant. Cela a fonctionné. Wen a regardé la boîte avec curiosité, réalisant que sa boisson préférée était là-dedans. L'expression menaçante de l'aîné disparut comme par magie. Il a demandé à Hua de le laisser essayer, car il n'avait pas bu ce thé depuis si longtemps. Hua trouva drôle que dans des moments comme celui-ci, le dieu de l'épée ressemble davantage à un accro au thé, et lui tendit la boîte. King Yun a utilisé ses connaissances en matière de culture de plantes succulentes et d'autres plantes pour développer le meilleur thé. Cela l'a aidé à établir une bonne relation avec l'aîné. Sans lâcher la boîte, Wen Jian a commencé à demander comment s'était déroulée la mission d'hier. Après tout, certains disciples ont avoué à l'aîné que c'était Hua qui les avait sauvés. Le gars ne voulait pas trop se vanter et a modestement répondu que c'était arrivé par accident. Hua sortit alors une perle de sang et la tendit à Wen, disant qu'il l'avait prise à l'un des disciples d'un autre clan. Prenant la balle rouge dans ses mains, Wen demanda à Hua si elle savait réellement ce qu'était cette chose. Une fois entre les mains de l'aîné, la perle semblait commencer à émettre de l'énergie. Wen a commencé à laisser entendre que les disciples de l'autre clan utilisaient le pouvoir du démon pour atteindre leurs propres objectifs. Cependant, Hua a immédiatement protesté en disant qu'il ne savait pas, qu'il ne voulait rien entendre à ce sujet et que cela ne l'intéressait pas du tout. Le garçon en avait assez de parler de ce sujet et a dit que si l'aîné n'avait plus rien à dire, alors il voulait partir. En disant qu'il voulait vivre cette vie sans soucis et en demandant que ses soucis soient laissés à quelqu'un d'autre, Hua se retourna et se dirigea vers la sortie. Mais Wen lui ordonna d'arrêter. Cet acte de Qin Yun a visiblement mis l'aîné en colère. Le dieu de l'épée continua son discours en criant, disant que même si Hua avait réussi à faire pousser du thé, il ne pouvait pas être aussi passif. Et puis, il a commencé à se demander pourquoi il n'avait pas participé à l'entraînement à l'épée la semaine dernière. King a répondu qu'il devait attendre environ 1 heure. Et comme il a ses propres principes en matière d'entraînement, le garçon a demandé à l'aîné de le comprendre. En réponse, Wen a dit que les maîtres étaient venus le voir et lui avaient demandé de rétrograder Hua parmi ses élèves en raison de son manque de formation. King Yun, qui se dirigeait déjà vers la sortie à ce moment-là, se tourna vers le leader. Il ne pouvait pas croire que les maîtres avaient dit cela et décidé de son destin à sa place. Le dieu de l'épée, regardant le disciple embarrassé, réalisa qu'il s'était exprimé trop durement. Mais Hua devint soudainement encore plus heureux après un moment, car il était rétrogradé au rang de disciple intérieur. Alors personne ne le dérangera plus. Et le gars a commencé à supplier Wen Jian quand il serait rétrogradé. Mais cette question a de nouveau irrité le leader. L'aîné a crié que dans toute l'histoire du clan, il n'y avait pas eu un seul précédent de ce genre. Et la rétrogradation d'un disciple équivaudra à une gifle pour son aîné. Le gars a marmonné qu'il ne savait pas que quelque chose d'aussi merveilleux allait arriver. Leur conversation fut soudainement interrompue. Lup Jian et Hua King Yun ont vu une fille entrer dans le hall. Son nom était Jian Xin. C'était une belle fille, mais à ce moment-là, elle avait l'air en colère. Elle a commencé son discours en disant que des dizaines de milliers d'étudiants travaillent jour et nuit pour devenir de vrais étudiants. Et elle ne pouvait pas comprendre pourquoi frère Hua était prêt à renoncer à une opportunité unique dans sa vie. Oui, Jian Xin était très expérimentée. Elle est devenue la véritable disciple numéro 1 du clan de l'épée Qingyun. Lup Jian a confirmé le statut de la fille, ajoutant que Yue avait fait de grands progrès dans sa cultivation au cours de ses premières années. Et puis, avec une certaine fierté dans la voix, il a ajouté que depuis lors, elle occupe la première place parmi les étudiants. D'autres disciples et maîtres ont appelé ce disciple l'avenir du clan Qingyun en raison de ses compétences. Mais ensuite, l'aîné a tristement ajouté que Qingyun était classé 55e, dernier. Wen a admis qu'il était coincé dans le palais pourpre depuis longtemps et que sœur Yue ne le savait pas. Jian Xin a dit que c'était une autre raison pour laquelle elle voulait commencer à cultiver en tant que disciple intérieur. Hua a commenté que cela revigorerait l'esprit, permettrait de franchir la limite du palais immortel et de devenir plus fort, ajoutant le dicton selon lequel la répétition est la mère de l'apprentissage. Yu n'aurait jamais pensé que Qingyun serait si progressiste et réfléchirait si profondément aux méthodes de cultivation.
C'était très différent de ce qu'elle avait entendu à propos de Hua de la part d'autres personnes. La jeune fille a admis son erreur avec une profonde révérence. Ce à quoi Hua a répondu que Yue était trop gentil avec lui. L'aîné Wen s'est approché et a dit que la véritable raison pour laquelle il avait appelé Jianxin ici était que plusieurs maîtres voulaient Conpi faire une demande à Hua. King s'intéressa à la nature de cette demande et entendit en réponse que les maîtres voulaient qu'il accompagne l'un des meilleurs étudiants pour accomplir une mission et apprendre le travail acharné. Oui, Jianxin semblait un peu choquée d'entendre cela, car elle ne le savait pas non plus. Hua était horrifié à l'idée qu'on lui confie une tâche difficile. Il lui semblait que l'aîné se moquait de lui. Wen a ajouté que Jianxin, en raison de son hyperactivité, avait condamné tout le clan à vivre selon ses normes. Le gars a essayé d'expliquer que lui et elle étaient complètement différents et qu'ils ne comprenaient pas comment ils pouvaient travailler ensemble. Et l'aîné a dit que les gens font la queue pour demander conseil à Yue tous les jours, et il ne comprend pas pourquoi Hua est mécontent puisqu'il a eu une telle opportunité. King Yuna continuait d'essayer de le refuser, disant qu'il ne pensait pas être assez bon pour cette mission, et a suggéré qu'il ne ferait qu'entraver la cultivation de sa sœur. Hua regarda Yue avec confiance, comme s'il s'attendait à ce qu'elle confirme qu'il interviendrait effectivement dans ses affaires. Cependant, Yue a répondu que le gars ne devrait pas s'en inquiéter, car ils étaient une famille et devaient se soutenir mutuellement et progresser ensemble. Jianxin a dit à son frère qu'il pouvait utiliser cette opportunité pour faire ses preuves et dissiper les rumeurs que d'autres répandaient à son sujet. Hua a continué à protester. Il a dit à Yue qu'elle essayait juste de lui faire peur parce qu'elle voulait qu'il souffre comme elle. Pour être plus convaincant, Qing Yun dit à l'aîné que s'il participait à la mission, ses feuilles de thé seraient laissées sans sa surveillance attentive. Le garçon comprit finalement pourquoi l'aîné avait invité Sœur Yue, mais il n'avait pas l'intention de renoncer à ses principes. Après tout, pourquoi irait-il quelque part avec elle s'il pouvait tout aussi bien s'amuser ici? Et puis Hua vit devant son visage comment l'aîné lui montrait un geste caractéristique avec sa main, en sortant 3 doigts. Lup Jian a promis à l'étudiant que s'il réussissait cette tâche, il lui donnerait 3 jours de congé. Cette promesse fit réfléchir Hua à la proposition de l'aîné. Un week-end de 3 jours était pour lui comme un rêve chéri, car il pouvait se reposer sans penser à rien. A avait presque les larmes aux yeux en pensant à la possibilité de ne rien faire pendant un certain temps. Cela poussa le disciple à accepter la mission, et il commença à interroger l'ancien sur le contenu et l'endroit où il devait aller. Hua Kengyun s'imaginait même à ce moment-là être simplement un héros, capable de traverser l'eau, le feu et les tuyaux de cuivre. Un quart de jour plus tard, Hua Kengyun et Yue Jianxin est arrivé au terrain d'entraînement. Yue est venu en premier et a pratiqué seul pendant longtemps. Hua est venu plus tard. Il s'arrêta pour observer sa sœur et la félicita pour son travail acharné. La fille s'est arrêtée et a commencé à critiquer son frère, car elle n'aimait vraiment pas le fait qu'il soit en retard dès le premier jour. En réponse, le gars a dit qu'il était très important pour lui de faire une sieste à l'heure du déjeuner, car s'il ne dormait pas, il n'aurait plus aucune force. Yu n'arrêtait pas de lui dire qu'il devrait consacrer plus de temps à l'entraînement, et qu'elle-même était arrivée à l'heure à l'entraînement et avait déjà réussi à faire 3000 coups d'épée. Jianxin l'a également réprimandé pour le fait que le sommeil, dont il avait besoin en tant que personne ordinaire, s'est avéré être la chose la plus importante. La fille grogna contre lui comme une vieille grand-mère, soulignant que Qing Yun était trop faible. D'un ton calme, Hua dit à sa sœur qu'elle avait raison et qu'il réfléchirait à ses paroles à loisir, et il promit également qu'il donnerait tout ce qu'il avait lors de la prochaine séance d'entraînement. Yue remarqua qu'il était déjà tard et suggéra qu'ils terminent l'entraînement et passent à l'accomplissement de leurs tâches. Finalement, l'élève a rapidement répété le dernier exercice pour renforcer la compétence, et il est rentré chez lui. En chemin, la fille a demandé à Hua ce qu'il pensait de cette mission, car l'aîné les avait envoyés enquêter sur la disparition de personnes dans les montagnes Tianyun. Et cette chaîne de montagnes était située juste à côté du Qinyan sacrifié. Le gars a exprimé son hypothèse selon laquelle cette disparition n'était pas du tout un accident, et Yue était d'accord avec son opinion. Jianxin avertit le garçon de ne pas s'inquiéter, car connaissant le niveau de son frère, elle le protégerait. Hua n'aurait jamais imaginé que Yue serait une personne sur laquelle il pourrait compter. Et réalisant cela, il la remercia sincèrement. De plus, le gars avait l'impression d'avoir gagné le jackpot. Après tout, il est devenu ami avec sa sœur et aura 3 jours de congé. Pour cela, Hua remercia mentalement l'aîné. Après un certain temps, les voyageurs arrivèrent aux montagnes Tianyun
et devant eux, dans la vallée, se trouvait un petit village. Avant de commencer, Yue a suggéré de demander aux habitants locaux pour obtenir plus d'informations. Mais Hua ne semblait pas avoir entendu sa dernière phrase. Il sortit simplement sa montre de poche et compta tranquillement à rebours de 5 à 1. Après avoir fini de compter, le gars a dit solennellement que son temps de travail était déjà écoulé. King Yun laissa la tâche d'interroger la population à sa sœur, ajoutant qu'elle devait le faire du mieux qu'elle pouvait, et lui dit au revoir jusqu'au lendemain. Pendant que Yue était occupé avec son travail, Hua descendit une autre rue à la recherche d'un endroit où passer la nuit et trouva une auberge appelée Angxiang. Il y avait plusieurs tables avec des bancs dans le hall des locaux, mais il n'y avait pas de clients. Seul le propriétaire âgé se tenait derrière le comptoir, et le gars a immédiatement dit qu'il avait besoin d'une chambre. Le propriétaire avait l'air très fatigué et répondit d'une voix faible qu'une chambre pour la nuit coûterait un liang en argent. Hua n'a pas discuté avec lui et a payé le montant requis. Et quand le propriétaire a remis la clé, il a dit que le gars devait monter au 2e étage, puis tourner à gauche et aller jusqu'au bout pour trouver la bonne pièce. Lorsque Ching Yun a pris la clé, il a remarqué un tatouage inhabituel sur le bras du propriétaire, dont une partie dépassait dessous la manche, et il a trouvé ce dessin étrange et suspect. Et bien que le gars était curieux de la signification du tatouage, il a quand même décidé de ne pas s'y attarder pour le moment, car il était temps de se reposer et l'étudiant voulait vraiment dormir. Suivant le chemin indiqué par le propriétaire, Hua se retrouva bientôt dans la chambre et s'installa rapidement sur le lit. Il ferma les yeux, mais diverses pensées lui traversèrent encore l'esprit, et il devint curieux de savoir comment progressait l'enquête de sœur Yue. Bientôt, Ching Yun commença à entendre des voix provenant du 1er étage. Le gars s'est même levé pour mieux écouter. Le propriétaire se disputait avec quelqu'un, disant qu'il n'y avait plus de place, et la fille s'y est opposée. La voix de la fille, qui semblait assez familière au gars, demanda avec colère au propriétaire pourquoi il faisait ça, et si 2 liang pour une chambre ne lui suffisaient pas. Hua pensa un instant qu'il s'était déjà endormi, mais c'était vraiment son ami. Après l'enquête, Yue est venu à la même auberge pour trouver un endroit où passer la nuit et a demandé une chambre. Cependant, le propriétaire n'a fait que grogner en réponse, demandant à la fille de se calmer. Pendant que Jian Xin se disputait avec le propriétaire, Hua Ching Yun est descendu vers eux. Lui-même a essayé de calmer sa sœur en lui demandant d'arrêter de s'accrocher à son maître. Yu fut un peu surprise de voir frère Hua derrière elle. Elle se tourna vers lui et commença à lui demander ce qu'il faisait ici. Mais le gars ne lui a pas répondu et s'est immédiatement tourné vers le propriétaire de l'établissement, lui demandant la permission pour que la sœur de Yue passe la nuit dans sa chambre. L'homme âgé derrière le comptoir a accepté, mais la fille elle-même a été très surprise par une telle proposition. Hua n'a pas vraiment prêté attention à la perplexité de sa sœur. Il lui a seulement dit de le suivre à moins qu'elle ne veuille dormir dans la rue. Yue n'osa pas discuter avec lui et le suivit dans les escaliers et dans le couloir. En chemin, diverses pensées tournaient dans la tête de la jeune fille. Elle espérait qu'il n'aurait pas à faire quelque chose dont elle avait très honte et qu'elle ne voulait pas faire. Yu a rapidement mis de côté ses pensées, car elle était beaucoup plus forte que son frère, et s'il se permettait de faire quelque chose d'inapproprié, elle s'occuperait de lui en un instant. En entrant dans la pièce, Hua demanda avec inquiétude à sa sœur si elle avait dîné. Et quand la jeune fille répondit non, il la fit asseoir à la table, où il y avait déjà une assiette de gâteau et une théière avec une boisson parfumée. Prenant un gâteau et le mâchant avec délectation, Ching Yun proposa à la fille d'en manger un peu aussi. Mais Yue s'y opposa. Elle a commencé son enseignement moral en leur disant qu'ils devraient apprendre à s'abstenir de nourriture afin d'endurcir le cœur et de le rendre fort. Cependant, la jeune fille n'a pas pu terminer son discours. Après tout, quand elle ouvrit à nouveau la bouche, Hua profita du moment et fourra simplement l'un des gâteaux dans sa bouche, disant que cette pâtisserie était sucrée mais pas grasse, et avait le goût de fleurs dans sa bouche. Jian a d'abord grimacé devant le fait que son frère la traitait comme ça. Mais cela n'a pas duré longtemps. Après avoir mâché un morceau, Yue réalisa que la pâtisserie était en effet très savoureuse. La délicatesse semblait pénétrer son cœur, et la jeune fille voulait même s'y noyer. Et pourtant, la sœur a demandé à Hua comment il pouvait faire une telle chose et se faufiler sur elle avec ce gâteau. Mais Hua lui-même n'était pas du tout en colère contre les grimaces de Yue, et lui demanda seulement si elle l'aimait, ce à quoi elle répondit que c'était très savoureux. Mais la jeune fille ajouta alors qu'une telle nourriture ne lui apportait aucun bénéfice, et qu'il valait donc mieux qu'elle ne la mange pas.
Cependant, son frère n'était pas d'accord avec elle. Et puis le gars posa à sa sœur une question un peu étrange. S'était-elle jamais demandé s'il était possible de marcher à 7 lieues en évitant les 5 légumes, les 3 fleurs et la vanité mondaine? La fille haussa simplement les épaules, car elle n'avait jamais pensé à une telle question. Et Hua répondit que c'était impossible. Il expliqua ensuite à Yue que les 5 légumes étaient des légumes que les moines bouddhistes ou taoïstes ne mangèrent pas. L'ail des ours, l'ail, la ciboulette, la rue et la coriandre. Et les 3 couleurs sont les couleurs des nuages: rose, blanc et jaune. Hua a également demandé s'il était possible de se couper de tout ce qui existe dans le monde, même si on le voulait vraiment. Après tout, l'évitement aveugle ne fera que vous fatiguer physiquement et psychologiquement, et tout ce qui vous entoure ne fera que vous effrayer et rendre la pratique difficile. Yue ne comprenait pas comment on pouvait pratiquer sans abandonner tous les désirs humains. Elle considérait cela comme tout simplement impossible. Xingyun a essayé de répondre de manière convaincante. Il a dit que les vrais moines n'ont pas peur d'affronter la tentation et d'en faire eux-mêmes l'expérience. Et Hua donna l'exemple des gâteaux, disant que si Yue avait peur que leur goût perturbe son esprit, alors elle devrait essayer de s'y habituer. Le gars a également ajouté que lorsque Jianxin apprendrait à traiter cela comme quelque chose de complètement ordinaire et à y rester indifférent, ce sera son premier pas vers la véritable pratique. Hua a conclu en disant que ce n'est qu'avec un cœur pur que Yue serait capable de voir la vérité, et seule la vérité l'aiderait à se révéler. Le gars a expliqué sa dernière phrase en disant que la fille se sentirait alors comme un poisson dans l'eau, très libre et naturel. Après avoir terminé son discours, Hua remarqua l'expression étonnée sur le visage de sa petite sœur, qui était assise comme en transe. Il pensait même qu'il en avait trop dit, et que cela avait embrouillé l'esprit de Yue. Mais ensuite, la fille s'est réveillée, et un sourire est apparu sur son visage. Jianxin a dit qu'elle comprenait son enseignement, et que c'est seulement en affrontant le désir de front et en l'abandonnant que l'on pouvait revenir à sa vraie nature et connaître le Tao. Yue se jeta sur les gâteaux sucrés avec un grand appétit, les dévorant l'un après l'autre. Hua, voyant sa réaction, réalisa que sa sœur n'avait en fait rien compris, et cela le bouleversa. Après avoir mangé beaucoup de gâteaux, Yue sentait simplement l'odeur des fleurs, et Hua, s'excusant, lui dit de dormir par terre séparément cette nuit-là. Jianxin a même eu le hoquet à cause de toute la nourriture qu'elle avait mangée, mais elle a assuré à son frère qu'il n'y avait rien de mal dans sa demande, et qu'elle passerait le temps en méditation. Il était déjà assez tard. Frère Hua tomba rapidement dans un profond sommeil, et Yue, comme elle l'avait prévu, s'installa dans une position confortable sur le sol et commença à méditer. Pendant ce temps, un homme inconnu apparut près de la porte, son apparence cachée dans les ombres de la nuit. En regardant les fenêtres de la pièce où se trouvait Yue, il dit à voix haute qu'il était prêt à la laisser partir, mais que maintenant cela ne marcherait pas. Après s'être glissé dans la pièce et avoir ouvert discrètement la porte, l'homme mystérieux a enfoncé une massue fumante, qui émettait un arôme incompréhensible, juste derrière le seuil, directement dans le sol. La fumée aromatique du bâton fumant se répandit de plus en plus dans la pièce. Bientôt, il atteignit l'endroit où Yue était assis en position du lotus, immergé dans la méditation. Mais elle sentit une odeur qui lui parut étrange, et commença à examiner ce qui pouvait émettre cet arôme. Et tandis que la fille reniflait l'odeur, elle réalisa que ce n'était pas seulement un parfum, c'était l'odeur d'un poison. Au moment où Yue s'en rendit compte, il était déjà trop tard, et son corps s'effondra sur le sol. La fille ne sentait presque plus aucune force, et avant de perdre connaissance, elle réussit seulement à appeler doucement frère Hua. Bien que Xingyun dormait, il entendit les gémissements de sa sœur, l'appelant à courir pour se sauver. Cependant, Hua ne pouvait tout simplement pas laisser Yue mourir ici, et il commença à réfléchir à un plan pour les sauver tous les deux. Pendant ce temps, dans la forêt dense, le même homme mystérieux qui avait préparé le cadeau empoisonné pour nos héros est venu voir son maître, et lui a rapporté qu'il avait renversé les disciples du clan de l'épée Qingyun à l'aide de l'arôme de l'esprit brisé. Selon la légende, cet élixir était également capable de ramener les morts à la vie. Le serviteur humain ajouta que l'un des disciples était Yue, Jianxin, le meilleur disciple du clan. Mais il ne savait pas qui était le deuxième disciple. Il avait seulement entendu la fille l'appeler frère Hua. Le maître ne s'attendait pas à ce que son serviteur soit capable de vaincre Jianxin elle-même. Et puis il devint curieux de savoir qui était ce frère Hua, car le souverain n'avait jamais entendu parler de lui
et décida qu'il n'était qu'un étudiant insignifiant. Le serviteur a admis qu'il ne pouvait pas détecter qui était l'homme, comme s'il utilisait une sorte de talisman. Mais le propriétaire s'est contenté de sourire en réponse et a félicité le serviteur pour avoir fait un excellent travail cette fois-ci. Cependant, le serviteur ne se souciait pas seulement des éloges, mais aussi du sort de sa femme et de ses enfants. Le maître rassura l'homme en lui disant qu'ils étaient vivants et en bonne santé et qu'il conduirait son serviteur jusqu'à eux. Ce dernier était tout simplement fou de joie et de gratitude. Mais le souverain trompa méchamment l'homme qui lui était si dévoué et envoya un flux d'énergie à travers lui, qui transperça le corps du serviteur et il finit par mourir. Se réjouissant que tout se déroulait selon son plan, le maître s'écria à ses hommes, le troisième et le quatrième, qui se trouvaient à proximité, que le dernier sacrifice était sur le point d'être accompli. Il ordonna aux serviteurs d'aller à l'auberge, de trouver et de capturer les 2 disciples du clan de l'épée King Yun. À ce moment-là, dans cette même auberge, Yue Jianxin commença à reprendre ses esprits. Elle a survécu grâce à la pratique de la méditation, mais elle se sentait très mal. Frère Hua s'assit à côté d'elle sur le lit, attendant qu'elle se réveille. Il était heureux que sa sœur se sente enfin mieux. Yue sursauta soudainement, comme si elle se souvenait de son pire cauchemar, et commença à se lamenter qu'il était dangereux pour eux de rester ici et qu'ils devaient s'enfuir d'ici immédiatement. Puis Jiansan vit que Hua avait l'air comme si rien ne lui était arrivé, et elle commença à se demander pourquoi il allait bien, considérant qu'il était beaucoup plus faible et aurait dû s'évanouir beaucoup plus tôt. King Yun expliqua à la fille que lorsqu'il dormait, contrairement à elle lorsqu'elle méditait, il n'utilisait pas de pouvoir spirituel et que, par conséquent, l'arôme de l'esprit brisé ne l'affectait en aucune façon. Cependant, il a dû rester immobile pendant un long moment et attendre que l'odeur se dissipe et que Yue elle-même reprenne ses esprits. Ils s'avèrent tous les deux qu'il était très difficile pour les moines en dessous du 5e niveau de résister à ce poison, et Hua s'inquiétait pour sa sœur. Il conseilla à Yue d'être encore plus prudente, car son expérience était trop limitée, et si elle partait en mission seule, tout pourrait se terminer de manière désastreuse. Jianxin réalisa à quel point la situation était dangereuse et commença à remercier sincèrement frère Hua de l'avoir sauvée et promit qu'elle serait plus prudente à l'avenir. Le gars n'avait pas du tout besoin d'une telle politesse. Il l'a fait de manière désintéressée. Il versa simplement un peu de thé et tendit la tasse à sa compagne pour qu'elle puisse le boire et se réchauffer. Yu a remercié à nouveau son partenaire de l'avoir sauvé. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Hua King Yun n'était qu'une personne paresseuse ordinaire. La jeune fille ne s'attendait pas à ce qu'il lui dise non seulement quelques mots, mais qu'il lui révèle également les secrets de la cultivation. Pendant tout ce temps, il était si attentif à tout et lui a même sauvé la vie. La fille jeta un coup d'œil à Hua en secret, et maintenant elle évalua clairement son excellent caractère et son apparence agréable. Et elle était même désolée que son niveau soit si bas. Ici, Yue réalisa qu'elle avait pensé à ce gars plus que ce qui était approprié, et même son visage changea radicalement, réalisant qu'elle faisait la mauvaise chose. Hua s'en rendit compte, s'inquiéta à nouveau de son état et commença à lui demander comment elle se sentait. Yu, bien sûr, ne voulait pas admettre ses pensées honnêtes, et elle a donc répondu avec un sourire qu'elle allait bien, et l'a encore une fois remercié pour son inquiétude. Alors que les 2 étudiants poursuivaient leur conversation, une étoile brillante apparut dans le ciel au-dessus de l'auberge. Un instant plus tard, une personne inconnue sortit de ce rayonnement en direction du bâtiment, et clairement pas avec de bonnes intentions. Yue remarqua la lueur à travers la fenêtre, puis reconnut l'homme qui était arrivé comme un meurtrier et cria à frère Hua de faire attention. Il semblait que c'était tout ce dont il avait besoin. Hua a répondu que ses heures de travail étaient terminées et qu'il laisserait tous les soins à Yue puisqu'elle allait beaucoup mieux, et il s'est retourné et est allé au lit. Jianxin est sortie et a vu qu'il y avait 2 adversaires. Elle comprit qu'ils étaient bien plus forts que frère Hua, et fut même contente qu'il ne soit pas impliqué dans cette histoire. Selon elle, sinon il n'y aurait que plus de problèmes. Tirant son épée, Yue se prépara à combattre les méchants qui tournoyaient au-dessus d'elle dans le ciel. La jeune fille comprit que leur arrivée n'était pas une simple coïncidence, et sans réfléchir à 2 fois, elle entra dans la bataille avec eux. Après plusieurs attaques de Jianxin, les ennemis s'affaiblirent et tombèrent au sol. Yue est également descendu pour regarder de plus près, quand ils ne brillaient plus, pour voir qui ils étaient. 2 personnes se présentèrent devant elle. Un garçon et une fille.
Ils se sont tous deux présentés comme des membres du 4e clan du désert de l'Est, le clan de l'Esprit Violet. Yu s'est rendu compte qu'elle avait pensé aux mauvaises personnes au début. Mais que font les disciples du Purple Spirit Clan ici? Puis Jianxin remarqua leurs yeux, qui étaient sensiblement différents de ceux normaux. Chez ces deux disciples, Yue reconnut une force équivalente au 3e ou 4e niveau du palais pourpre. Yue décida de ne plus traîner avec eux et utilisa l'une des techniques d'épée de Qingyun, appelée Moon Smashing Clouds. Yue connaissait bien la technique des nuages brisés par la lune et était confiante dans sa victoire sur ses ennemis. Même s'ils étaient deux, Jianxin s'est battue très courageusement et n'a épargné aucun effort. Elle donna alors l'ordre de se disperser à son épée, et une énergie incroyable commença à en émaner. Les disciples du Purple Spirit Clan furent frappés coup après coup, et il était clair qu'ils ressentaient une grande douleur en le faisant. Parfois, les ennemis s'envolaient même dans des directions différentes, et Yue espérait que la fin de la bataille et sa victoire étaient déjà proches. Yua était curieux de la situation de sa sœur à ce moment-là, et il s'est projeté astralement sur le lieu du duel. Le gars a vu que Yue avait en effet divisé la lumière de l'épée, mais cela pouvait réduire considérablement sa propre force. Le garçon aimait vraiment cette méthode d'observation, car dans ce cas, non seulement il n'avait pas besoin d'aller n'importe où, mais il n'avait même pas besoin d'ouvrir les yeux. Disciples du clan de l'épée Qingyun et les disciples du clan de l'esprit violet a continué. Tous les participants ont déjà perdu beaucoup de force. Cependant, Yue comprit que ces deux-là n'allaient pas abandonner si facilement. La fille ennemie a commencé à grogner contre Jianxin, disant comment elle pouvait faire une telle chose et causer une telle douleur, et a même traité Yue de malade. Yue entendit ce discours et réalisa que ces deux personnes n'étaient pas encore complètement devenues des marionnettes, et qu'elles avaient encore une trace de conscience de soi. La représentante du clan Violette a sorti son bâton courbé aux extrémités pointues et s'est de nouveau dirigée vers la disciple de Qingyun, avec l'intention de la tuer. Remplie de colère face aux blessures qu'elle avait reçues, l'adversaire frappa Yue de toutes ses forces. Cependant, Jianxin a réussi à bloquer le coup avec son épée, mais elle a senti que le coup était très puissant. Disciple du clan Qingyun, ne pouvait pas croire que l'ennemi possédait une arme aussi puissante. La fille ennemie a continué ses attaques avec le bâton, et Yue a riposté de toutes ses forces. Le coup suivant était si puissant que les mains de notre héroïne commencèrent à s'engourdir, et elle essaya de comprendre quel genre de pouvoir mystérieux était caché dans l'arme de l'ennemi. L'adversaire, cependant, n'avait aucune intention de s'arrêter, et avec des cris, elle a de nouveau attaqué Jianxin. Maintenant, un fort flux d'énergie commença à émaner de son bâton, dirigé vers Yue. L'ennemi tournait au-dessus de notre héroïne comme un faucon, essayant de la frapper avec son bâton, mais Jianxin a quand même habilement esquivé les attaques de l'ennemi. Réalisant qu'il fallait autre chose pour gagner, Yue pensa à utiliser une autre technique. De plus, elle comprenait déjà comment fonctionnait le bâton et était prête à vaincre cette force. Hua Qingyun continuait à regarder et était heureux que son ami ait réussi à étudier son adversaire en si peu de temps, ce qui était exigé du disciple numéro 1. Le garçon savait que les adversaires, bien qu'étant au 4e niveau du palais pourpre, n'étaient actuellement que des marionnettes et que leur conscience était scellée, ils ne se battaient donc qu'avec leur instinct. Jianshan se prépara pour la prochaine attaque, plus forte. Après avoir fait un mouvement avec l'épée et lui avoir donné un ordre, la fille était prête à continuer le combat. Autour de Yue, créant une sorte de protection. Mais le disciple du clan Purple Spirit a quand même avancé sans penser aux conséquences. En voyant cela, Hua craignait que sa petite sœur ne soit en grave danger. Et voulant d'une manière ou d'une autre aider sa sœur, Qingyun envoya un tract magique, espérant que cela serait suffisant. Pendant ce temps, le disciple numéro 1 du clan Qingyun avait déjà préparé son épée pour une autre technique. Et cette fois, Yue allait utiliser une technique appelée l'épée nue. Un puissant tourbillon d'énergie se dirigea vers l'ennemi qui avançait. Ce tourbillon enveloppa immédiatement la jeune fille ennemie, et avec elle, tout autour d'elle tourbillonna, même les branches et les pierres. Une technique similaire a aidé Jianxin. Les ennemis tombèrent au sol parmi les fragments de pierre. Debout au-dessus de leur corps, Yue était heureuse de les avoir finalement supprimés et voulait penser à une méthode pour les réveiller du sort. L'étudiant numéro 1 s'est retourné, se préparant à partir,
et n'a pas remarqué comment l'ennemi, qui s'est avéré être toujours conscient, a sorti une autre de leurs armes, un éventail magique. Un puissant flux d'énergie s'est immédiatement dirigé vers Yue, renversant tout sur son passage. Jansin s'est rendu compte qu'elle devait immédiatement installer un écran de protection. Cependant, le flux d'énergie provenant de l'éventail magique était si puissant qu'il a brisé la barrière protectrice de Yue. Soudain, un ruisseau vert apparut autour de Jianshin, se tordant et luttant contre le ruisseau de l'éventail magique. D'une manière ou d'une autre, cette lueur verte a réussi à repousser l'attaque et la force du coup de l'ennemi a trouvé sa cible dans la montagne voisine. Alors que Yue essayait de comprendre ce qui venait de se passer, un ennemi se tenait devant elle avec un éventail dans les mains. Elle a compris que si elle ratait un coup d'un tel éventail, la blessure serait très grave. Mais soudain, cette mystérieuse lueur verte réapparut et commença à attaquer l'ennemi. Le disciple du clan de l'Esprit Pourpre réalisa que c'était le pouvoir de la feuille verte, et il savait que ce pouvoir était bien plus fort que le sien. L'ennemi a reçu des coups puissants sur tout le corps jusqu'à ce qu'il tombe complètement. Finalement, le pouvoir spirituel de l'ennemi fut bloqué, et Yue utilisa la force restante pour traîner leurs corps inconscients dans la chambre de l'auberge. Là, elle fut rencontrée par Qing Yun, et la fille lui raconta que quelque chose d'incroyable s'était produit pendant la bataille. Mais Hua s'y est opposée, affirmant qu'elle avait tout géré elle-même. Yue y pensait encore. Elle a demandé à son frère s'il était impliqué d'une manière ou d'une autre. Mais il a répondu qu'il était resté dans la pièce tout le temps et qu'il était allongé sur le lit. Comment pourrait-il aider de quelque façon que ce soit? Cependant, la fille avait toujours l'air perplexe, et Hua lui a demandé ce qui la dérangeait. Yu a répondu que rien. Après tout, elle comprenait qu'en réalité, avec son niveau, Qing Yun serait difficilement capable de réaliser quelque chose comme ça. Jiang Xin a alors demandé à son frère d'essayer de ramener les deux hommes qu'elle avait ramenés au clan, alors que leurs esprits étaient encore vivants, et demandé aux anciens de purifier leur cœur et de chasser d'eux la formation maléfique. Yue réalisa soudainement que dans ce cas, les membres du clan démoniaque s'enfuiraient et feraient là leurs sales coups ailleurs, et partagea cela avec son frère. Hua soupira et répondit que c'était pour le bien des gens ordinaires, mais il pensait à 3 jours de congé. Qing Yun a admis qu'il était le seul à pouvoir faire cela pour le moment. Il se tenait près des prisonniers, allongés sur les chaises, et commença à rassembler de l'énergie dans ses mains. Yu regarda les actions de son frère avec surprise et lui demanda ce qu'il allait faire. Hua répondit qu'il allait utiliser son sens divin pour pénétrer leur conscience et expulser la formation. Jansin objecta, pensant qu'il était fou. Elle lui demanda s'il savait au moins comment pénétrer l'âme d'un vrai moine, car la moindre négligence pouvait conduire à la destruction complète de l'âme. Mais son frère lui dit simplement de ne pas s'inquiéter et commença à se préparer pour un rituel particulier, mettant ses mains devant la tête des disciples du Purple Spirit Clan. Yo s'est rendu compte que frère Hua voulait également les faire passer du statut de marionnette à celui de marionnette, et a commencé à dire que c'était très dangereux. Kang Yun a expliqué que sauver une personne était comme éteindre un incendie. Plus vite c'était mieux, c'était. Cependant, sa sœur ne comprenait toujours pas pourquoi le problème pouvait être une question de vitesse et non de sécurité. Le garçon et la fille qui ont été sauvés par Yue et Hua sont revenus à la raison après un certain temps. Le jeune homme nommé Feng Er s'est réveillé en premier, et sa petite amie un peu plus tard. Ji Yun, c'était le nom de la fille, se sentait très mal, mais son amie était toujours très heureuse qu'elle se soit enfin réveillée. Je regarda autour de lui et reconnus Yue. Jianshin, mais juste au cas où, elle a clarifié en demandant si elle était une disciple du clan de l'épée Qing Yun. La première étudiante a volontiers confirmé son nom et a également présenté son amie Hua Qing Yun à ses nouvelles connaissances. Feng Er a dit à son amie que Yue était la meilleure disciple du clan et que c'était elle et son amie qui les avaient sauvés. La disciple du Purple Spirit Clan serra sa tête, se rappelant les tristes événements du passé qui les avaient là conduits à cette tournure des événements. Elle a partagé qu'il y a quelque temps, elle et son amie ont été capturées par l'aîné du clan des démons, puis elle s'est tue, car c'était désagréable pour elle de s'en souvenir. Mais Hua voulait toujours savoir comment tout s'était passé alors, et demanda à la fille de raconter tous les événements de ces jours-là. Iji a commencé son histoire en racontant qu'il y a une semaine, elle et son ami Feng Er ont reçu l'ordre de se rendre ici pour enquêter sur la disparition de villageois. Ils ont suivi et ont découvert que l'aîné du clan des démons utilisait le sang des villageois pour le sacrifice. Au début,
Les deux jeunes hommes observaient simplement les actions du vieil homme maléfique, essayant de ne pas attirer son regard. Mais malgré tous leurs efforts pour mener leurs affaires de la manière la plus sûre possible, ils tombèrent quand même dans le piège que les démons leur avaient préparé. Ces démons étaient très cruels. Ils torturaient les gens et supprimaient leur conscience, peu importe à quel point ils essayaient de riposter. Et après de nombreuses tentatives pour faire leur sale boulot, les entités maléfiques ont quand même réussi à faire des marionnettes de Ji et Fang. Après la partie désagréable de son histoire, Ji a commencé à remercier sincèrement Yue de les avoir sauvés. Mais Jianxin a immédiatement protesté, disant qu'il ne devrait pas la remercier du tout. Montrant du doigt son frère Hua, Yue dit que c'était précisément grâce à lui que Ji et Fang ont été sauvés. Ji Yun s'inclina profondément devant le jeune héros, exprimant sa gratitude et promettant qu'il rembourserait certainement cette dette. Cependant, Hua a modestement refusé cette promesse. Et puis, il a remarqué que quelque chose n'allait pas. Hua sentit que les choses n'étaient pas encore terminées et qu'il allait rectifier la situation. Disciple du clan de l'épée Qingyun, a vu que leur nouvelle connaissance émettait des traces d'énergie négative et de malédiction. En utilisant à nouveau ses compétences, Qingyun a facilement géré cette tâche, et aucune trace du flux maléfique n'est restée. Jansin regardait simplement ses manipulations avec admiration et était heureux que tout se passe bien pour lui. Yue comprit que le sort maléfique affectait les recoins les plus profonds de l'esprit, et s'en débarrasser sans nuire à une personne était comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Même les anciens ne parviennent pas tous à se débarrasser de lui. Jianxin harcelait alors frère Hua avec des questions sur le moment où il avait maîtrisé cette technique complexe. Qingyun n'a pas caché à son ami qu'il avait auparavant passé son temps dans le pavillon du sutra et qu'il était tombé par hasard sur un fragment d'un rouleau de pratique pour manipuler les pensées spirituelles. Il a trouvé cela très intéressant, alors il l'a étudié. Yu était quelque peu choqué, car un fragment n'était pas une liste complète, et en étudiant seulement un fragment, frère Hua jouait avec le feu. Qingyun a rapidement rassuré les personnes secourues, expliquant qu'il avait utilisé toutes les ressources et tous les artefacts d'une valeur de près de 30 000 pierres spirituelles de haute qualité pour les sauver. Jansin jeta un regard sceptique à son ami, pensant que c'était juste une coïncidence s'il avait réussi à le faire. Mais elle se demandait toujours d'où ce type avait obtenu autant de ces pierres. Yu pensait également que leurs nouveaux amis auraient du mal à rembourser la dette. Mais Ji-Yun interrompit sa pensée et déclara qu'elle et son ami se rattraperaient certainement une fois de retour dans leur clan. Jansin n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Ces deux gars avaient accepté de tout compenser. Ahas savait désormais que la formation de purification du cœur et de destruction du mal, capable de dissiper le sort de la marionnette de sang, nécessitait pas moins de 50 000 pierres. Et il leur en prendra 30 000 comme ça, par amitié et à son détriment. Cependant, il a dit à ses amis de ne pas se précipiter, car leurs clans étaient amis les uns avec les autres, et les aider était leur devoir habituel. De plus, Qingyun a demandé à ses nouveaux amis de se souvenir de tous les détails de la façon dont ils ont été capturés et de le lui raconter. Yiji a dit que le nom du démon était Mo Xuan, et que sa puissance de combat n'était pas très forte. Elle pouvait donc le gérer elle-même. Mais ce démon utilise très bien les formations et les poisons. Alors elle et son ami se sont fait attraper. Après avoir écouté ses amis, Hua a dit qu'il avait un élixir qui pouvait les rendre immunisés contre le poison pendant 3 heures. Mais juste au cas où, il demanda à nouveau s'ils seraient incapables de faire face au démon. Ji-Yun s'est immédiatement exclamé que si elle était immunisée contre l'encens toxique, elle battrait l'ennemi à mort en quelques minutes. Ils commencèrent à se préparer, et Ji remarqua qu'ils n'étaient que 3. Et elle demanda à frère Hua pourquoi il ne les accompagnait pas. Qingyun a répondu qu'en fait, il lui avait fallu trop de pouvoir spirituel pour les sauver. Et puis, il ajouta qu'il avait besoin de dormir pour retrouver toutes ses forces. Les disciples du Purple Spirit Clan se sentaient même un peu honteux d'être si aveugles au travail acharné de frère Hua. Ji lui souhaita un bon repos et de leur laisser tout le travail, et aussi qu'ils pouvaient entièrement compter sur eux. Les 3 camarades se mettent en route dans l'obscurité, sous les étoiles brillantes. Ji-Yun sortit l'ampoule d'élixir et commença à l'examiner attentivement de tous les côtés. C'était l'élixir magique dont parlait frère Hua. Jianxin a dit qu'ils devraient le croire. Et tous les 3 avalèrent une ampoule, sans plus de réflexion ni de doute. Ji a remarqué que la capsule fondait simplement dans sa bouche, même si elle n'était pas différente des pilules ordinaires. Mais Feng Er a quand même dit qu'il faisait confiance à frère Hua. Il était juste confus par son niveau de cultivation. À ce moment-là,
Les feuilles ont soudainement commencé à tomber autour d'eux, et Yue a trouvé cela suspect. Disciple du clan de l'épée King Yun a demandé à ses amis d'arrêter, pensant qu'il se passait quelque chose de louche ici, et a préparé son épée. Mais Fang elle regarda autour de lui et dit qu'à son avis, il n'y avait pas une seule âme vivante ici. Cependant, Ji Yun a également préparé son bâton. Il semblait qu'elle commençait à comprendre ce qui se passait. Les amis entendirent une voix annonçant qu'ils étaient sur son territoire. Et les 3 étudiants, sans hésitation, mirent leurs techniques en action pour repousser l'ennemi qui apparaissait. Entre les flux de lumière de leurs équipements de combat, des milliers de paires d'yeux rouges regardaient les étudiants. De plus, un immense marais est soudainement apparu autour d'eux, ajoutant des obstacles à leur situation. Zhen Xin a deviné qu'il s'agissait de morceaux de créatures mortes qui avaient déjà été traités ici auparavant. Puis Yue s'est tourné vers ses amis et leur a demandé s'ils avaient vu la personne qui venait de leur parler. Derrière le disciple du clan King Yun, une silhouette portant un long manteau sombre avec une capuche émergea de la forêt sombre. Cet ancien maléfique sortit et regarda les 3 compagnons avec des yeux rouges et sourit avec colère. L'aîné maléfique Mo Xuan s'approcha de plus en plus des voyageurs, continuant à sourire méchamment. Ji Yun l'a immédiatement reconnu comme son ennemi, celui qui lui avait causé tant de problèmes dans un passé récent. Le démon savait déjà que les héros avaient réussi à se débarrasser de sa malédiction, et il commença à se demander comment ils avaient réussi à le faire si rapidement. L'aîné regarda le disciple du clan King Yun et pensa qu'elle avait des trésors secrets et des secrets dont elle avait profité. À ce moment-là, Mo Xuan vit qu'il n'y avait que 3 disciples, et il commença à se moquer du fait que le 4e était simplement effrayé et s'était caché lorsqu'il avait découvert qu'il était celui derrière tout cela. Pas de Ji Yun l'interrompit immédiatement en disant qu'elle pouvait elle-même gérer un raté comme lui. Sans une seconde d'hésitation, la disciple du Purple Spirit Clan a libéré son bâton magique. Ji le frappa coup après coup, essayant de l'achever le plus rapidement possible. Mo Xuan semblait avoir attendu cela et a commencé à utiliser ses capacités, continuant à se moquer et à dire à Ji qu'elle avait déjà perdu puisqu'elle était tombée dans son piège de toute façon. À ce moment, Fenger se tenait derrière lui, prêt à attaquer avec un éventail magique, et cria à l'aîné qu'il n'était plus un survivant. Le disciple du Purple Spirit Clan a immédiatement commencé à attaquer l'ennemi avec son arme, mais Mo a continué à se moquer. Xuan leur a dit que même s'ils étaient les meilleurs disciples de leur clan, ils étaient toujours des imbéciles. Le vieil homme maléfique a utilisé son astuce habituelle, l'odeur nauséabonde du poison, puis a demandé s'ils aimaient cette odeur. Les disciples du Purple Spirit Clan furent effrayés un instant, réalisant qu'ils pourraient à nouveau souffrir du poison comme la dernière fois. Mais les 3 étudiants n'ont toujours pas abandonné et ont continué à combattre les ruses du démon, attaquant avec la puissance de leurs armes. Le combat semblait inégal. L'aîné se moquait seulement des attaques puissantes du peuple. Mais soudain, Mo Xuan remarqua que quelque chose n'allait pas. Un autre coup contre lui fut très fort. Les ondes lumineuses attaquèrent puissamment l'odeur toxique envoyée par l'aîné et Mo Xuan lui-même également. Il y eut alors une explosion et de nombreux fragments de roches et de terre volèrent dans toutes les directions. Les étudiants se tenaient au-dessus du tas de rochers, attendant que la fumée de l'explosion se dissipe un peu, mais gardant leurs armes prêtes. Et dès qu'il fut possible de distinguer quelque chose, il devint clair qu'à l'endroit où l'aîné venait de se trouver, il n'était plus là. Jiansan dit avec agacement qu'ils avaient alors laissé leur ennemi s'échapper et qu'il s'était encore échappé. Du moins, il lui semblait que le démon s'était échappé. Cependant, l'encens empoisonné subsistait toujours et continuait à envelopper les disciples d'un épais nuage. Les tours de Mo Xuan étaient toujours nocifs, mais les jeunes espéraient le pouvoir de l'élixir magique. Et tandis que le poison attaquait les disciples, l'aîné réapparut au-dessus d'eux, continuant à se moquer d'eux méchamment. Mo leur dit que tout cela était inutile et qu'ils ne pourraient pas échapper à son poison magique. Il leur a même expliqué qu'il n'avait hors besoin que de 10 respirations et qu'ensuite il lui appartiendrait. Cependant, les disciples du Purple Spirit Clan se tenaient là comme si de rien n'était, comme si le poison les avait dépassés, et regardaient seulement d'un air critique leur ennemi. Alors Ji Yun a recommencé à attaquer l'aîné maléfique, qui n'a pas vu la deuxième fille, et s'est demandé où elle avait pu aller. Parce que Mo était quelque peu confus, les coups de Ji, qu'il était désormais incapable de parer, lui semblaient encore plus puissants. Le démon cracha même du sang des blessures qu'il reçut, tant les attaques contre lui étaient très fortes. Des explosions commencèrent à retentir à nouveau sur le champ de bataille, indiquant que le pouvoir de l'aîné s'affaiblissait, et les disciples espéraient une fin rapide.
Après tout, Ji n'était pas seul. Son ami Feng Er l'attaquait également, lui assénant des coups puissants avec un éventail magique. Du Qingyun Sword Clan a frappé le démon sans pitié. L'aîné Mo Xuan, épuisé, tomba à quatre pattes et commença à cracher encore plus de sang. Mais ce n'était pas seulement la douleur physique qu'il ressentait. Il était également terrifié par le fait que son tour n'avait aucun effet sur les jeunes hommes. Mo a commencé à demander aux étudiants pourquoi son poison n'avait aucun effet sur eux. Ils auraient dû changer, mais ils avaient toujours la même apparence qu'avant, et ils faisaient même un clin d'œil en réponse. L'aîné trouvait cela impossible. Ji-Yun était heureuse que l'élixir que Hua Qingyun leur avait donné soit vraiment très fort, et elle croyait que maintenant qu'elle était résistante aux ruses des démons, elle serait capable de faire face à toute leur secte. L'aîné, épuisé, ne comprenait pas, car cette fois il envoyait un poison encore plus fort, et même s'il retenait son souffle, le poison serait absorbé par la peau, et rien ne pourrait le dissiper sauf le propre antidote de Mo Xuan. Le démon commença à penser que les étudiants avaient des secrets spéciaux pour la stabilité. Je veux en finir avec ce démon Yue le plus vite possible. Jian Xin a utilisé l'une des techniques d'épée de Qingyun et a délivré plusieurs coups plus puissants. Serrant ses blessures, le vieil homme maléfique continuait à se moquer, laissant entendre que ce n'était pas la fin. Il a crié avec colère aux étudiants que le jeu ne faisait que commencer et s'est préparé à lancer son prochain tour, un plus fort. Mo Xuan invoqua la flamme sanglante de la formation céleste, et tout autour semblait être en feu en un instant. Les langues de cette flamme commencèrent à brûler les corps des disciples. Ils n'avaient jamais rencontré cela auparavant et ne comprenaient pas ce qui se passait. Disciple du clan Qingyun a commencé à deviner de quel genre de truc il s'agissait et a compris à quel point cela pouvait être dangereux. Mo Xuan se leva à nouveau et lui rappela d'un ton menaçant qu'il avait déjà dit que les disciples étaient sur son territoire. Alors l'aîné commença à invoquer le premier démon pour qu'il vienne se débarrasser des jeunes. Du marais, qui s'était maintenant transformé en boule rouge, un énorme corps démoniaque a commencé à se former. Bientôt, le monstre se tenait droit devant les étudiants. Il avait l'air terrible et du sang giclait de lui. En voyant ses victimes, le monstre se mit à grogner, ouvrant la bouche et montrant ses grands crocs. Les jeunes ont réalisé que ce monstre était une marionnette de sang de 6e niveau du palais pourpre. Le monstre et Jian Xin se regardèrent dans les yeux, se faisant mutuellement savoir qu'il n'y aurait aucune pitié dans ce combat. Pendant ce temps, l'ancien Mo criait malicieusement à ses disciples qu'ils ne rentreraient certainement pas chez eux aujourd'hui, et que le lâche qui se cachait dans le village mourrait également. Mo Xuan a ajouté qu'il avait envoyé un deuxième démon au village, celui qui était déjà au 5e niveau du palais pourpre, puis a ri bruyamment. Wei Jianxin avait peur pour son frère Hua, réalisant qu'il était en danger et ne savait pas comment l'aider à ce moment-là. Pendant ce temps, Hua Qingyun dormait paisiblement dans le lit de la chambre de l'auberge, comme s'il ne se doutait de rien. Un démon avec une apparence dégoûtante et 3 paires d'yeux a commencé à se faufiler dans la chambre de Hua par la fenêtre. Cependant, lorsque le monstre maléfique s'est approché du lit, il a vu qu'il n'y avait absolument personne. Mais cela ne l'a pas arrêté et le monstre a continué sa recherche. Ezrenyahua était dans la pièce voisine. Le disciple du clan Qingyun a entendu que le démon était venu le chercher et le recherchait, mais le garçon ne voulait pas faire d'heures supplémentaires. À la recherche de sa victime, le deuxième démon a commencé à percer les murs et à tout détruire autour. Mais ses actions semblaient trop douces aux yeux de Hua. Cependant, lorsque le mur fut déjà brisé, Qingyun réalisa qu'il ne pourrait pas simplement s'allonger et se reposer. Le démon a fait irruption dans la pièce où se trouvait l'étudiant et a commencé à grogner de manière menaçante pour que le gars ne se cache pas et ne sorte pas. Hua ne s'est pas fait attendre et s'est dirigé vers l'entité maléfique, même s'il ne le voulait pas. Il comprit que le démon ne reviendrait pas tant qu'il n'aurait pas attrapé l'homme. L'étudiant ne voulait pas s'impliquer dans cette affaire, mais il devait quand même se préparer à un combat. Dans la forêt, la bataille entre les disciples du clan et le démon de 6e niveau du palais pourpre continuait. Wei Jianxin a utilisé ses techniques du clan Qingyun, dans lesquelles elle était déjà très compétente. L'énergie de son épée a attaqué la créature maléfique de tous les côtés, lui causant des blessures et des dégâts importants. Mais le démon n'a toujours pas abandonné et a essayé de combattre la puissante énergie des armes des disciples du clan avec son pouvoir sanglant. Bâton magique de Ji-Yun a également infligé de nombreuses blessures au monstre. La fille l'a combattu habilement en utilisant ses techniques. À un moment donné, Ji s'est retrouvée seule avec le monstre.
Et lorsque son arme entra en collision avec l'énorme poing du démon, de grosses étincelles jaillirent tout autour. Et à un moment donné, le monstre maléfique a quand même réussi à attraper le bâton de Ji Yoon, et pendant un certain temps, il a essayé de prendre l'arme de la fille. Mais le disciple du clan de l'Esprit Pourpre a habilement utilisé une autre technique, a porté un autre coup et le monstre s'est envolé sur le côté. Wei Jianxin et Feng Er, qui se tenaient un peu sur le côté à ce moment-là pour ne pas interférer avec le désir de Ji d'achever le monstre elle-même, ont réalisé qu'elle avait encore besoin d'aide. Feng s'est approché de son ami et lui a dit qu'il serait plus efficace d'utiliser la chaîne magique et a commencé à l'aider avec cela. Lorsque les étudiants ont utilisé la nouvelle arme, la chaîne violette s'est immédiatement enroulée autour du corps et de la tête du monstre, le serrant de tous les côtés. Le monstre ressentit une grande douleur en faisant cela. La chaîne s'enfonça dans son corps et il grogna bruyamment. Le démon du 6e niveau a essayé de briser cette chaîne et a fait de son mieux. Et au moment où il a réussi à faire ça, Yue Jianxin balança son épée et porta un autre coup puissant au monstre. Yue regarda ce qui arrivait au démon et espéra que ce coup serait le dernier. Coup d'épée du disciple du clan Qingyun. Et la fille pensait que c'était enfin terminé. Mais presque immédiatement, les deux parties du monstre furent à nouveau recollées, comme s'ils n'avaient pas été coupés du tout. Seul un cercle sanglant restait à l'endroit de la coupure. Yue était simplement choquée par ce qui s'était passé. Elle ne s'attendait pas à ça. Mais elle n'allait pas abandonner et se préparait à la prochaine attaque. Et le monstre en colère, du fait qu'ils l'ont traité comme ça, est devenu complètement fou et a commencé à rassembler une énergie puissante autour de lui afin de frapper ses adversaires. Il y eut un éclair puissant, dont la première vague frappa Feng Er, et le gars vola sur le côté sur une distance considérable. Le disciple du clan du Palais Pourpre atterrit sur le sol et ne bougea pas. Ses amis avaient très peur pour lui. Ji était particulièrement inquiet. Yoon, après tout, il était son ami depuis si longtemps. Elle a immédiatement couru vers lui et a vu que du sang coulait sous sa tête. Mais il était toujours en vie, bien qu'inconscient. La fille tourna la tête vers le monstre et cria en demandant comment il osait faire ça à son ami. Pendant un instant, elle ressentit même du désespoir. Mais le monstre ne se souciait pas des sentiments et du chagrin de la fille. Il faisait juste son travail. Ji-yoon, qui était maintenant rempli de ressentiment pour le mal fait à son ami, se précipita une fois de plus pour attaquer le monstre. La fille coupa à nouveau le démon en morceaux, mais lui, comme la dernière fois, se rétablit rapidement. Yu a partagé sa conclusion avec Ji selon laquelle, si ce monstre était si fort avec sa régénération sans fin, alors il s'essoufflerait tout simplement avec le temps. Cependant, la disciple du Purple Spirit Clan a admis qu'elle avait une méthode secrète qui pourrait éliminer ce démon de la surface de la Terre. Yu était même heureux de la bonne nouvelle. Mais Ji a ensuite ajouté qu'elle avait besoin de temps pour reprendre des forces. Ji-yoon a demandé à son amie de lui donner un peu de temps pendant qu'elle se préparait. Jen-sin répondit qu'on pouvait compter sur elle et qu'elle ferait tout ce qui était nécessaire, puis se prépara à continuer à combattre le démon. Zuen réapparut sur le champ de bataille. Il a continué à se moquer et à conseiller à ses étudiants d'utiliser leurs atouts s'ils en avaient. Et puis il ajouta que ce monstre était le chef-d'œuvre de sa collection de techniques sanglantes, et que ce serait la fin pour les étudiants. Et puis il sembla à l'aîné que son deuxième démon revenait. Et Mo était même heureux que ce messager ait accompli sa tâche si rapidement. Pendant ce temps, dans la pièce, parmi les décombres, était assise la marionnette ensanglantée numéro 2, enveloppée d'un fil d'énergie. Qingyun l'a vaincu et était heureux d'avoir presque été attrapé. Hua pensa en lui-même que les anciens ne devaient jamais savoir cela. Et puis le gars a ajouté au monstre, qui était allongé sur le sol et attaché, qu'il voulait juste dormir paisiblement et que le démon n'avait pas besoin de faire de bruit. Et si le monstre se comporte tranquillement, alors Hua peut lui donner quelque chose en retour. Qingyun a traîné le monstre par les cheveux dans l'énorme trou dans le mur que le monstre avait fait. Et à travers cette ouverture, on pouvait voir un dôme de feu à l'endroit où les amis de Hua se battaient. Disciple du clan Qingyun, souleva le démon d'une main et demanda où se trouvait exactement son maître maintenant. Mais le démon ne pouvait pas répondre, car il était très faible à ce moment-là et ne pouvait pas bouger à cause du fil. Hoa ne s'est plus occupé de lui. Il comprit que le démon ne le laisserait pas tranquille de toute façon, et le jeta dans la direction d'où il venait. Le démon aux 6 yeux volait très vite, dégringolant dans les airs comme une toupie. Qingyun regarda le chaos autour de lui, mais il ne s'en souciait pas beaucoup. Le gars était simplement content d'avoir maintenant un peu de temps pour se reposer.
Mais il était toujours inconfortable pour lui de dormir dans un tel désordre, et Hua partit chercher une autre chambre libre où il pourrait bien se reposer. Pendant ce temps, la bataille sans merci entre le démon de 6e niveau du palais pourpre et le disciple du clan de l'épée King Yun continuait. La fille, comme elle l'avait promis à son ami, a surtout distrait le monstre du mieux qu'elle a pu, mais en même temps, elle s'est battue avec lui de manière à ne pas se blesser elle-même. Yu, bien sûr, ne jouait pas seulement avec lui, elle voulait aussi vaincre le monstre, mais jusqu'à présent, ses méthodes ne l'ont pas aidé à l'achever complètement. Jian Xin a également reçu plusieurs blessures du monstre et s'est assis un moment pour reprendre son souffle. Cependant, la disciple du clan King Yun gardait toujours les yeux sur l'ennemi, et en même temps, elle essayait de comprendre pourquoi cette marionnette devenait de plus en plus forte. Et l'aîné Mo Xuan, comme d'habitude, a mis son mot, en commentant à Yue que si elle tenait toujours, ce n'était pas pour rien qu'elle était appelée la meilleure disciple du clan de l'épée King Yun. Bien qu'il ait ajouté plus tard que tout cela prendrait bientôt fin. L'ancien maléfique s'est lassé de voir son serviteur jouer avec ses adversaires et lui a donné à haute voix l'ordre d'attaquer avec la force la plus puissante. Le monstre rassembla docilement toute sa puissance en lui-même et se précipita une fois de plus pour attaquer la fille. Oui, Jianxin a vu à quel point l'ennemi était devenu dangereux et elle a même eu peur, même si elle ne s'était jamais considérée comme une lâche. Alors que toute l'attention de l'aîné Mo Xuan était concentrée sur le duel, quelque chose de brillant comme une étoile vola vers lui derrière lui. L'aîné se tourna vers l'objet volant. Et à mesure qu'il se rapprochait, Mo pouvait voir que cela ressemblait davantage à une sorte de fouet avec une tête pointue. Mais il ne comprenait pas ce que cela pouvait être. Cependant, quelque chose qui est apparu de nulle part a percé un énorme trou dans le dôme de feu qui entourait le site du duel. Puis, une puissante explosion retentit, aveuglant presque le disciple du clan de l'épée King Yun. Shanxin et Mosen regardèrent chacun ce qui se passait avec leur propre surprise. Lorsque la fumée s'est dissipée, ils ont tous deux vu que le site de l'explosion était jonché de morceaux éparpillés des Blood Puppets numéro 1 et numéro 2 vaincus. L'aîné, qui était déjà en colère, était maintenant tout simplement hors de lui de rage. Il ne comprenait pas comment cela pouvait arriver. Et à travers le trou dans le dôme, Jian Xing vit la silhouette d'un homme qui flottait. Et cet homme lui a crié que frère Hua allait bien. Yu pensait qu'un des anciens de son clan était venu lui annoncer cette bonne nouvelle. Mo Xuan, cependant, n'aimait pas le fait que l'ancien du clan de l'épée soit apparu ici. Ce méchant gars a vu cela comme un problème. L'ancien maléfique avait besoin de se dépêcher pour terminer ce qu'il avait commencé, alors il a utilisé une autre méthode appelée renforcement des marionnettes de sang. À partir des restes des marionnettes vaincues, une nouvelle a commencé à se former. Mais maintenant, cela ressemblait davantage à un énorme nuage, d'où des éclaboussures de sang volaient dans toutes les directions. Et ce nuage commença à entourer Jianxin. Yu ne comprenait pas ce que c'était, mais elle réalisa que la nouvelle entité était beaucoup plus forte et plus dangereuse que les précédentes. Ji la rejoignit. Yun, et s'est excusé du fait que Yue l'attendait déjà. Cependant, Jianxin était très heureux de la voir. Cette fois, Ji avait l'air un peu différente, plus en colère, et des éclairs semblaient jaillir de ses yeux. La fille avec le bâton s'est immédiatement précipitée pour attaquer le nouveau monstre. Mo Xuan fut surpris qu'un disciple du palais pourpre de 4e niveau puisse lui tenir tête. Cependant, Ji Yun n'a prêté aucune attention à l'aîné. Elle a utilisé la technique de l'ombre violette et a commencé à combattre courageusement le monstre. Après un court instant de combat, une autre explosion se fit entendre, qui enveloppa le champ de bataille d'un dôme violet, et d'où émanèrent des éclairs violets. Cette explosion était clairement visible à travers l'ouverture dans le mur de l'auberge, et Hua pouvait la regarder. Cependant, le gars qui voulait juste se détendre a tiré son bandeau signature avec des yeux dessinés dessus sur ses yeux et ne s'est même pas tourné dans cette direction. Hua Qingyun s'est réveillé après un certain temps, réveillé par un bruit fort provenant de la forêt.